Hello and welcome to Bonjour et bienvenue sur cette présentation sur la désinfodémie. Infodemy. My name is Lancelot Eodé and I am the regional. Je m'appelle Lancelot Eodé et je suis le conseiller en communication et en relation avec les médias du CRDI au Bureau d'Afrique. Avant de commencer, je voudrais vous offrir quelques conseils sur la plateforme pour s'assurer que vous n'avez rien manqué lors de ces interactions et aussi pour que vous puissiez interagir. Tout d'abord, l'interprétation. Vous auriez déjà choisi votre canal de préférence lorsque vous vous serez joint au canal. Sachez que vous pouvez le changer à n'importe quel moment en appuyant en haut à droite et choisissez la langue de votre choix. Ensuite, il y aura une période de questions et de réponses durant cette session. Vous pouvez envoyer ces questions ou vos commentaires à n'importe quel moment. Vous n'avez tout simplement qu'à appuyer sur l'icône « Poser une question » sur le ruban et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser votre question. Et troisièmement, si vous avez des soucis techniques, vous pouvez demander de l'aide et vous aurez de l'aide immédiate. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Julie Crowley, la directrice du bureau régional du CRDI pour l'Afrique centrale et occidentale, qui vous parlera de cette session. Julie, à vous la parole. Au nom du Centre de recherche pour le développement international, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de notre série Afrique et COVID-19. Aujourd'hui, nous discutons de désinfodémie. Nous avons emprunté la terminologie désinfodémie à l'UNESCO, qui a conclu que la désinformation et la mésinformation sont plus toxiques et plus meurtrières dans le cas de la pandémie de COVID-19 que celles faites sur d'autres sujets. L'ampleur du phénomène et ses capacités de nuisance en Afrique ont été pour nous le déclencheur de 2 études visant à analyser l'incidence de la désinformation et de la mésinformation sur l'opinion publique et la prise de décision, ainsi que sur ses interférences avec l'évidence scientifique et ses impacts sur l'efficacité des politiques publiques. Ces études ont été effectuées dans le cadre de la Bourse des anciens Rachel Desrosiers, qui est gérée par le CRDI. Je remercie d'ailleurs grandement l'Association des anciens du CRDI de leur confiance à notre égard. Donc, au cours de la prochaine heure et demie, les résultats de ces études seront présentés et une discussion s'ensuivra avec des experts qui analysent et luttent contre ce phénomène au quotidien. Nous parlerons des origines, des mécanismes de propagation et de l'influence de la désinformation et de la mésinformation, ainsi que des leçons tirées des bonnes pratiques, approches ou stratégies pour les endiguer. Nous espérons aussi identifier des pistes de recherche supplémentaires sur ce phénomène. Une période de questions est prévue, comme vous le savez, et nous vous invitons à y participer activement. Il va sans dire que personne n'a été épargné par la COVID-19 et que la pandémie continue d'affecter nos vies. Pensons seulement à la récente apparition du variant Omicron et aux défis que pose la vaccination, particulièrement en Afrique. Les impacts dévastateurs de ce virus sur le développement sont profonds et le CRDI a fait de la COVID-19 une de ses priorités. Ce sont près de 55 millions de dollars canadiens qui ont été investis dans la recherche liée à la COVID-19 avec des partenaires dans les pays du Sud. L'emphase a été mise sur la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation et la relance économique, tout en maximisant les bénéfices de l'intelligence artificielle et de l'innovation et en priorisant l'inclusion, l'égalité des genres et la protection de l'environnement. Les enjeux sont bien entendu complexes et interreliés, ce qui rend les recherches effectuées par les chercheurs des pays en développement pour les pays en développement d'autant plus cruciales. Sachant qu'il s'agit là d'un des principes fondateurs du CRDI, il me fait grand plaisir de vous présenter le facilitateur du webinaire d'aujourd'hui, notre président, Dr. Jean Lebel. En plus d'une expertise internationale en agriculture, en santé et en environnement, Dr. Lebel dirige l'apport du CRDI aux priorités internationales du Canada. Il est responsable de partenariats en financement d'envergure conclus avec des entités de gouvernements étrangers,
des organismes philanthropiques et le secteur privé. Docteur Lebel, merci d'être avec nous et à vous la parole. Voilà, je n'ai pas oublié d'enlever la sourdine. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction au séminaire ainsi que d'avoir fait le tour de toute ma diplomation et de mon expérience. C'est incroyable, je ne me reconnaissais même pas. Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Grâce à notre soutien au CRDI, aux études sur lesquelles vous en apprendrez plus aujourd'hui, et grâce à d'autres recherches également, le CRDI s'engage toujours à affiner notre compréhension des dynamiques de la désinformation et de la mésinformation et de développer des stratégies de réponse, de riposte à cette situation. Et sans plus tarder, parce que nous avons avec nous des experts qui connaissent à fond leur sujet, je vais vous présenter Assa Enda Assongwed et Penka Marté-Bonnier, qui sont chercheurs auprès de l'organisation eBase Africa et récipiendaires de la bourse des anciens Rachel Desrosiers pour le cas de Penka, et de Assa, qui est un chercheur indépendant également récipiendaire de cette bourse. Et je tiens à souligner, comme Julie le faisait, que cette bourse est assez extraordinaire puisqu'elle vient des fonds privés d'une association des anciens du CRDI qui regroupe quelques 500 membres et qui personnellement, à chaque année, font des dons pour des chercheurs dans nos bureaux régionaux. Il y a d'autres programmes, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur, puisque c'est les témoignages des anciens du CRDI qui vient porter cette recherche aujourd'hui à vous à travers ce webinaire. Et je suis particulièrement touché du fait que Rachel Desrosiers était une ancienne employée du CRDI et que son conjoint a fait don il y a quelques années d'une somme que nous pouvons utiliser pour pouvoir parfaire la recherche. Et cette année, nous touchons la mésinformation, la désinformation, l'infodémie. Alors, sans plus tarder, Penka, where are you talking from today and how's the COVID situation? Penka, où êtes-vous aujourd'hui? Comment ça se passe au niveau de la COVID? Je suis du Cameroun. Je suis au Cameroun et la situation au Cameroun est modérée. Excellent. Merci beaucoup. Et Assa, où êtes-vous aujourd'hui? Et quelle est la situation par la COVID d'où vous vous trouvez? Merci, Jean. Je suis à la Côte d'Ivoire, à Djiban, et la situation est telle que nous sommes en train d'être confrontés à ces nouveaux variants. Without any further ado, sans plus attendre, Assa et Penka, je veux vous laisser présenter les résultats de votre recherche. Et à la fin, Patrick Ocwen aura quelques commentaires de clôture. Alors pourquoi ne pas vous lancer? Allez-y. Merci de m'avoir cédé la parole, Jean. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Merci de m'avoir accordé la parole. Bienvenue, tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir tous et toutes avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Assa Enda Assongwed et c'est moi qui ferai cette présentation importante avec ma collègue Penka Marté-Bonnier. Nous avons tous les deux travaillé à ce projet de recherche et nous allons vous en parler aujourd'hui. Nous allons parler de la désinfodémie par rapport à la COVID et son impact sur l'utilisation des données probantes dans les politiques et les pratiques à l'ère de la COVID. C'est un sujet qui a de plus en plus d'attention, notamment par rapport à des intervenants clés, y comprend des décideurs de politique, des comités internationaux, des experts dans le développement et d'autres personnes clés. Aujourd'hui, nous voulons partager quelques faits saillants quant à l'impact de cette désinfodémie de la COVID-19. Alors, notre présentation sera courte et voici comment ça va se dérouler.
Tout d'abord, je voudrais vous présenter quelques définitions clés. Il s'agit de définitions de termes qui étaient au centre de notre étude. Ensuite, nous allons parler des raisons pour lesquelles cette question est si importante. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui pour participer à ce séminaire pour parler de la désinfodémie quant à la COVID-19 en Afrique? Quels sont les faits clés que nous devrions savoir? Ensuite, nous allons présenter une méthodologie utilisée lors de notre étude et comment nous avons obtenu nos résultats. Et ensuite, et là, c'est une des parties importantes de notre présentation, nous allons nous concentrer sur les résultats clés, c'est-à-dire les résultats qui découlent de notre étude. Et pour conclure, nous allons communiquer des recommandations quant aux stratégies d'atténuation. Merci. Alors, quels sont les concepts clés que nous devrions savoir? Ils sont tous associés à la mésinformation. Je suis certain que vous avez entendu parler des fake news, des nouvelles fallacieuses, qui a été rendue populaire par un ancien président. Mais laissez-moi vous parler de chacun de ces termes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la mésinformation? La mésinformation, ce sont de fausses informations diffusées indépendamment de l'intention de tromper. Donc, disons que vous recevez une question sur WhatsApp et qu'on vous dit qu'on a trouvé une guérison par la COVID-19. Savez-vous si c'est vrai ou non, si vous devriez partager ou non cette information? C'est de la fausse information que vous êtes en train de propager. Mais il n'y a pas d'intention pour tromper les gens. C'est ce qu'on appelle de la mésinformation. La désinformation, par contre, c'est que lorsque l'on partage de l'information trompeuse délibérément. Donc, par exemple, si une personne dit, par exemple, que le fait de porter un masque, ce n'est pas une mesure pour combattre la COVID, alors que la science a prouvé le contraire, cela serait considéré comme de la désinformation, c'est-à-dire tromper ou diffuser délibérément des informations erronées. Et ensuite, il y a des fake news, des nouvelles fallacieuses. C'est de l'information fabriquée à dessein qui imite la forme des informations traditionnelles. Ça peut être, par exemple, des articles qui sont partagés qui incluent des nouvelles fallacieuses. Dans le contexte de la pandémie et de notre étude, la mésinformation, la désinformation, les nouvelles fallacieuses, ça fait en sorte que l'on peut parler d'une désinfodémie. Il s'agit de mensonges qui alimentent la pandémie et ses impacts, qui a des conséquences néfastes partout, notamment sur le continent africain. Prochaine diapositive. Pourquoi devrions-nous nous en soucier de cette infodémie? Pourquoi les gens devraient s'intéresser à cela, les décideurs politiques? Pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important? Permettez-moi de partager quelques résultats et faits clés avec vous. Plus de 50 des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête mondiale disent avoir vu des informations erronées sur la COVID-19. Ici, on voit la magnitude du problème. Une personne sur deux qui ont participé à cette enquête mondiale disent avoir vu des informations erronées. Dans une autre enquête, 3/4 des Africains, des Africaines se disent préoccupés par la désinformation autour de la pandémie de la COVID. L'Afrique était le continent avec le plus haut taux dans cette enquête. Ensuite, près d'un Africain, une Africaine sur deux pense que la COVID est un événement planifié par des acteurs étrangers, ce qui veut dire qu'on croit vraiment qu'il s'agissait d'acteurs étrangers. Et finalement, et ça aussi c'est très important, seulement 6 de la population africaine est entièrement vaccinée. C'est le taux le plus bas du monde. Prochaine diapositive. Alors, j'ai une capture d'écran. C'est un article qui souligne les impacts négatifs sur la désinformation et la mésinformation et pourquoi on devrait s'en soucier. Cet article a été publié par l'Organisation mondiale de la santé et ici, on parle des impacts de la fausse information et que cette fausse information était liée au décès de plusieurs milliers de personnes. Prochaine diapositive.
Et maintenant, comment est-ce qu'on s'est pris pour cette étude du point de vue méthodologique? Tout d'abord, lorsque nous avions reçu la thématique de la recherche, nous avons élaboré nos questions. Et étant donné que l'Afrique est très grand comme continent, nous avons décidé de nous concentrer sur l'Afrique occidentale et centrale, c'est-à-dire le Cameroun, le Nigeria et le Sénégal. C'est aussi important de savoir qu'au moment que nous avons entrepris notre étude, c'était les 3 pays qui avaient le plus haut taux de décès associés à la COVID. Pour la collecte de données, il y avait un examen de la portée du projet. Et pour cette fin, 11 bases de données ont été consultées et aussi plus de 348 000 études au total. Et 36 études, finalement, ont été incluses après l'élimination des doublons et le filtrage. Merci. Et ma collègue, maintenant, à vous, présentement. Merci, Hassan. Alors, de notre recherche, nous avons pu constater des résultats clés. Nous avons trouvé plusieurs cas de désinformation sur la transmission, la prévention, le traitement et la vaccination. Alors, étudions la transmission. Il y a des mauvaises informations quant à la COVID-19. Les gens croyaient que les Africains et Africains étaient immunisés de ce virus, mais c'était plutôt une maladie occidentale. Et lorsqu'on regarde également de la mésinformation, il y avait des Africains et Africains jugeait que porter un masque n'était pas nécessaire et que le fait de consommer de l'alcool tuerait le virus. Pour ce qui est de la vaccination, les gens croyaient que le vaccin n'était pas applicable au continent africain. Il y avait des gens qui croyaient que le vaccin de la COVID-19 ferait en sorte que la maladie serait importée. Ce ne sont que quelques exemples plutôt de la mésinformation que nous avons pu constater reliée à la COVID-19. Et pour ce qui est des résultats clés, nous avons ciblé certains facteurs qui ont renforcé cette notion de mésinformation. On peut voir notamment qu'il y a eu des crises, des conflits qui ont fait en sorte que les institutions, on faisait moins confiance aux institutions. Aussi, nous avons pu cibler le fait que c'était une nouvelle maladie et qu'il y avait plus de transmission de mauvaises informations parce que le fait que c'était une nouvelle maladie, ça créait beaucoup d'anxiété. Nous avons également trouvé la religion, la culture. Les gens n'avaient pas la capacité vraiment de différencier entre quelle était la bonne information et la mauvaise information à partir des médias sociaux. Aussi, très peu d'informations qui influençaient cette propagation de mésinformation. Prochaine diapositive. Aussi, nous avons ciblé qu'il y avait des mécanismes de transmission. Et nous avons vu comment cette mésinformation était transmission. Nous avons examiné les plateformes en ligne, hors ligne, et aussi nous avons pu voir également les différentes langues qui étaient utilisées, notamment des langues officielles, des langues locales, mais aussi des acteurs importants qui partageaient de l'information, notamment des pasteurs, des dirigeants, des politiciens et ainsi de suite, pour en parler de quelques-uns. Alors, lorsque nous regardons le diagramme, nous constatons que pour le Nigeria, les médias sociaux étaient la plateforme qui diffusait le plus de mésinformation, mais aussi il y avait d'autres mécanismes par lesquels cette mésinformation avait été propagée, distribuée. Et la plupart du temps, des preuves de recherche étaient communiquées de différents formats. Eh bien, sur le graphique, nous avons tenté de nous pencher sur les tendances de mésinformation au sujet de nouvelles maladies et nous avons cerné 4 facteurs principaux qui visent à faire propager la mésinformation et la désinformation sur les nouvelles maladies. Dans les années 80, avec le VIH-Sida, il y avait des théories du complot au sujet des nouvelles maladies et dans les 2000, début de 2000, eh bien,
il y a eu l'Ebola qui a engendré la mésinformation également, et au sujet des nouvelles maladies. Et avec l'apparition de la COVID-19, on s'est rendu compte que les médias sociaux ont un impact. Nous avons pu cerner les théories du complot, les médias sociaux, comme étant 4 facteurs principaux qui visent à propager la mésinformation et la désinformation au sujet des nouvelles maladies. Quels sont les impacts de la mésinformation dans le cadre d'une pandémie mondiale? La mésinformation est très dangereuse dans la mesure où cela mine les recherches fondées sur les données probantes. Et cela a une incidence également sur le rendement sur les investissements. Si nous ne luttons pas contre la mésinformation avec efficacité, eh bien, cela peut engendrer des conséquences sur le plan des directives sanitaires et sur l'économie. Il est essentiel pour les citoyens et pour les gouvernements de saisir de cette occasion que d'endiguer la propagation des mésinformations dans le cadre de la pandémie. Des stratégies d'atténuation. Nous avons mené des interviews et nous nous sommes entendus sur des stratégies d'atténuation. Pour les faiseurs de politique, nous avons cerné les médias sociaux comme étant une stratégie d'atténuation. De la même façon dont les médias sociaux s'emploient à propager les fausses informations, eh bien, on peut compter sur les médias sociaux pour assurer la propagation des bonnes informations. Alors, nous avons cerné les médias sociaux de cette façon. Des rapports étroits entre les faiseurs de politique et les chercheurs permettra d'intégrer les données probantes dans le processus décisionnel. Il y a un outil de collecte de données qui permet de prendre les décisions dans un contexte de pandémie mondiale. Nous avons cerné les récits comme l'un des principaux outils pour atténuer et pour endiguer la désinformation. Raconter des défis, c'est une approche non confrontationnelle et vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour faire passer un message qui est fondé sur les faits. Nous avons également repéré des plateformes de vérification des faits de manière à ce que les citoyens aient la possibilité de faire la distinction entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Qui plus est, faire parler les langues locales et faire participer les leaders locaux permet d'assurer la propagation de bonnes informations. Nous croyons fermement que le recours à ces mécanismes permet de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises informations. Merci infiniment de votre attention. Merci infiniment pour votre exposé. Vous en êtes tenu au temps qui vous a été imparti. Alors, c'était très clair, c'était très dynamique. Alors, je vais vous poser une question et je vous donner une trentaine de secondes pour y réfléchir à tête reposée. Quelle fut la partie la plus valorisante de cette recherche et qu'est-ce qui vous a vraiment mis au défi? Quel était vraiment le défi de taille? Et je vous rappelle qu'il y aura une période de questions-réponses, une foire aux questions, à la suite des exposés présentés par les panélistes. Alors, pour poser vos questions, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Slido. Intervention de nos panélistes. Nous prendrons vos questions et nous tenterons d'y répondre. Pour le faire, vous cliquez simplement dans l'icône supérieure droit Slido
et une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous pourrez envoyer vos questions. D'ailleurs, vous pouvez envoyer vos questions à n'importe quel moment durant cette conversation. And bear with me that you can send your... Alors, je vous prie d'être patient. Vous pouvez nous envoyer vos questions à n'importe quel moment de cette conversation et nous tentons d'y répondre au fur et à mesure de la conversation auprès des panélistes. Panka et Assa, en une minute, quelle fut la partie la plus valorisante et la partie plus difficile de votre recherche? Réponse, eh bien, ce qui nous a vraiment posé difficulté, c'est de savoir à quel point il est difficile de convaincre les gens que la COVID-19 n'est pas une fausse nouvelle. Donc, nous avons recueilli des informations par le biais de nos entrevues et nous avons pu mettre en place des mesures d'atténuation. On s'est rendu à l'évidence qu'il y avait une absence de confiance entre l'État et les citoyens. Les citoyens ne faisaient pas confiance à l'État. Donc, c'est en mettant en place des mesures d'atténuation que la population finirait par changer d'avis. Merci beaucoup, Jean. I would say for me, one of the main Eh bien, l'une des plus grandes difficultés, c'était au niveau du processus, les modalités de l'étude, autrement dit. Il nous a été difficile que de faire participer des experts, des spécialistes en la matière, des personnes chevronnées qui étaient prêts à partager leurs connaissances en la matière. Merci infiniment. Penka N. Assa. Ces études se sont penchées sur les questions fondamentales qui sont l'incidence de la désinformation et de la mésinformation sur l'opinion publique, la prise de décision, ses interférences avec les évidences scientifiques et ses impacts sur l'efficacité, finalement, de nos politiques publiques dans chacune des juridictions et des pays dans lesquels nous vivons. Merci de partager vos résultats de recherche avec nous. Ça a été fort intéressant. Et maintenant, on va faire une poursuite de cette conversation avec un panel d'experts pour en discuter davantage. So right now, Donc, nous avons 3 panélistes avec nous qui vont discuter des enseignements qu'ils ont tirés. Je tiens à vous présenter Joséphine Appiah-Nyamake-Sani, qui est la gestionnaire de la traduction de connaissances Afrobaromètre. Vous nous comparaissez depuis où et quel est l'état des lieux en matière de la COVID-19? Je suis aux États-Unis, dans l'État de Missouri, et en date d'hier, il y avait quelques 5080 nouveaux cas dans un seul État. Ah ben tiens, c'est fort intéressant. Sergio Cecchini. Sergio, si je massacre vos noms, toutes mes excuses publiques devant cet auditoire. J'ai une prononciation ici phonétique en face de moi et j'ai le nom. Je serais porté à dire Sergio Cecchini, mais ça semble être Cecchini. Donc, mes excuses. Vous êtes agent gestionnaire de l'infodémie et coordinateur de l'Alliance pour la riposte à l'infodémie en Afrique, avec le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Bonjour. Et d'où êtes-vous et quelle est la situation vis-à-vis de la COVID? Bonjour, good morning to everybody. Actually... Oui, bonjour. En fait, je me retrouve à Bruxelles, dans le nord de l'Europe, où l'état des lieux est assez sérieux. Il y a, en date d'hier, 14 nouveaux cas pour une population d'environ 11 millions d'habitants. Donc, nous sommes passés au rouge en termes du nombre de cas. Merci infiniment, Sergio. Notre dernier, mais pas le moindre des panélistes, c'est le docteur Patrick Mabala, qui travaille pour le compte d'un organisme de vérification des faits, c'est Alani Gampo. Vous nous comparez depuis où et quel est l'état des lieux en matière de COVID-19? Je suis situé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, bon, évidemment,
on a témoigné de l'annonce au sujet de la nouvelle variante Omicron qui est issue de l'Afrique. Et bien entendu, il y a un certain nombre d'interdictions de voyage et de déplacement qui ont été mises en place. Et nous en sommes au début de ce que l'on qualifie de la 4e vague dans notre pays. Donc, le nombre de cas va en croissant quotidiennement. Merci infiniment. Il faut féliciter l'Afrique du Sud d'avoir fait preuve de transparence avec la publication des renseignements au sujet de la nouvelle variante. C'est un don à l'humanité, à mes yeux, et je pense que lorsque nous allons donc écrire les livres d'histoire, il y aura une place réservée pour les pays de l'Afrique, dont notamment l'Afrique du Sud. Alors, chapeau aux instances sanitaires de l'Afrique du Sud qui ont pris cette décision sur le coup au moment de l'identification de cette nouvelle variante. Alors, j'ai quelques questions à vous poser à titre de panéliste. Alors, voici la première question que je tiens à vous poser. D'après ce que vous avez entendu, existe-t-il de nouvelles conclusions à tirer dans ce contexte de désinformation? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Alors, vous disposerez de très peu de temps pour répondre à cette question. Je vais commencer par Joséphine. En 2 minutes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous entendu dernièrement? De nouvelles, pour ainsi dire, de fausses nouvelles? Mais d'abord et avant tout, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli si chaleureusement à ce panel et je suis ravi de savoir que le Centre de recherche pour le développement international se penche sur ces questions. Les conclusions clés ne sont guère surprenantes, mais très intéressantes. Ce sont les canaux de mésinformation qui ne cadre pas avec l'approche privilégiée aux fins de ce rapport. Bien entendu, il y a le canal des médias sociaux qui assure la propagation des désinformations, mais j'ai d'autres préoccupations. Par exemple, la confiance dans les leaders religieux est très élevée. Alors, ils servent souvent de canal de désinformation. La population fait tellement confiance aux leaders spirituels, aux leaders religieux, que cela finit par engendrer la propagation de désinformation et d'une grande ampleur. Alors cela mérite notre attention. Eh bien, cette recrudescence du phénomène de la désinformation n'était pas inattendue. D'une part, on disait que cette maladie étrangère ciblait seulement les Blancs. Et d'où l'insouciance par rapport à la lutte contre la maladie en Afrique. Et ensuite, il y a les remèdes qui minent les efforts de sensibilisation. Ce sont les domaines clés. L'interprète signale que le son coupe très souvent. Eh bien, le rapport fait état de taux de désinformation très importants. Si nous faisons fi des données probantes, qu'allons-nous faire en tant qu'êtres humains? On m'a demandé d'être concise, alors je vais m'arrêter là, et plus tard, on va pouvoir s'attarder sur nos conclusions. Alors, qui assure les canaux de communication? C'est ça le problème, si je résume vos propos. C'est exact. Helani. Africa Check fait de la vérification des faits au sujet de questions reliées aux politiques qui touchent directement la vie des gens, dont notamment la santé et la COVID-19. Alors, comment réagissez-vous à cet exposé? En 2 minutes, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je suis entièrement d'accord qu'il s'agit bel et bien de recherches qui revêt une grande importance, surtout dans le contexte actuel.
Et j'ai beaucoup aimé le graphique qui, en fait, trace l'historique des années 70 jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, qui, en fait, met en lumière le rôle que jouent les médias sociaux, qui sert de moteur de la propagation de la désinformation et qui permet une plus grande portée de cette dernière. Alors, ce dont nous avons témoigné, c'est que la désinformation, la mésinformation traverse facilement les frontières par le biais des médias sociaux. C'est un élément habilitant, les médias sociaux. Il est intéressant de en fait, faire la distinction avec le monde actuel dans lequel nous vivons. Il y a évidemment, en fait, les types de désinformation ont beaucoup évolué. Au début, à l'apparition de la COVID-19, on faisait véhiculer des théories du complot. Il y avait Et malheureusement, surtout dans les pays de l'Afrique, alors que nous tentons de faire augmenter le taux de vaccination, nous composons avec beaucoup d'incertitudes sur le plan vaccinal, comme on l'a souligné lors de l'exposé. Il y a énormément de désinformation propagée au sujet des vaccins. Alors, chez Africa Check, nous luttons contre ces formes insidieuse de la désinformation. Alors, mes propos se limitent à cela. Merci infiniment, Halani. Sergio, à vous la parole. Riposte à l'infodémie en Afrique, ARIA, auquel vous participez et qui a mobilisé des acteurs importants de la communauté internationale pour travailler sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez de la présentation? Et puis aussi, je vais étendre la question qui nous est posée par un membre de l'auditoire qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias sociaux puisqu'elle a tenté de passer cette information-là et face à un déluge de réactions négatives, elle a abandonné. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la présentation? Et peut-être un petit commentaire sur cette question de l'auditoire. À vous, Sergio. Merci. Je pense que les deux recherches et la présentation sont très utiles parce que ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que la connaissance par rapport à la gestion de l'infodémie, à la réponse à la propagation de la désinformation, de la misinformation, c'est un sujet qui n'est pas encore assez connu et pas du tout maîtrisé par, c'était mentionné par Penk, par les policy makers. Donc aujourd'hui, il y a une vide de connaissances, une vide des données scientifiques, une vide de compréhension sur les disciplines différentes qui composent la gestion en infodémie. Joséphie disait bien évidemment, we are deep in trenches. C'est vrai, c'est une guerre. Et les réseaux sociaux sont des nouvelles armes avec lesquelles la guerre aujourd'hui est conduite. On n'aurait jamais estimé qu'on aurait eu une guerre de propagande, une guerre d'idéologie sur un sujet de santé publique mondiale comme la pandémie du Covid. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est la situation. Et comme disait Aeschylus, qui c'était un ancien auteur des tragédies grecques, dans les guerres, c'est la vérité, la première victime. Et aujourd'hui, il y a des réalités comme Africa Check, d'autres organisations qui sont en première ligne sur la lutte à l'infodémie, qui sont en première ligne aussi sur la détection des fausses informations. Mais les développements, les ressources qui sont mises en place par les différents États et gouvernements sont très limités. Donc, au moment que ça reste sur une base des groupes visionnaires comme vous, qui vous avez décidé de consacrer des recherches si importantes sur un domaine si peu connu encore, ça se base encore trop sur des initiatives comme des bonnes volontés, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre des ressources et mettre les différents agences, organisations, groupes de fact-checkers
média un réseau, une connexion, une collaboration pour partager les connaissances, pour partager les stratégies qui ont des succès et pour partager les défaites. Parce que c'est très important aussi d'avoir une approche qui on va gagner si on arrive aussi à faire des erreurs et à prendre des erreurs. Il n'y a pas une solution magique à la lutte contre la désinformation, sinon on n'aurait pas ces problèmes-là, mais c'est l'apprentissage, les partages de l'apprentissage et la construction d'une réponse commune et de l'articulation des différents acteurs autour de ça. Merci, Sergio. C'est évidemment très difficile de faire cette coordination-là, puisque l'État peut répondre, puisque le citoyen peut répondre et puisque les groupes d'intérêt peuvent répondre. Et présentement, on voit beaucoup différents acteurs qui se jouent la partie, mais pas toujours avec la même vision. Et ça, je pense qu'on l'abordera plus tard dans notre conversation. I'm gonna go back. Maintenant, je vais revenir alors, j'ai un peu de difficulté à prononcer votre nom, Halani. Alors, j'espère ne pas trop massacrer votre nom, mais comment est-ce que Africa Check aborde la question de la désinformation sur la pandémie? De façon générale, quelle a été votre contribution? Sergio a parlé du fait que plusieurs personnes doivent collaborer, mais que se passe-t-il du côté de Africa Check? Plusieurs stratégies différentes que nous avons appliquées. Donc, il y a eu cette infodémie ou cette désinfodémie. Ce n'était pas les choses comme d'habitude. Nous avions donc à répondre en conséquence avec plusieurs stratégies différentes. Nous avons utilisé ces stratégies pour contrer l'infodémie qui existait. Donc, il faut continuer à vérifier les faits, vérifier également les déclarations associées à la COVID-19 et utiliser les meilleurs faits, les meilleures preuves pour publier ces informations. Mais il y a également plusieurs autres stratégies que nous avons dû utiliser. Et je pense que Sergio en a parlé également. Par exemple, les partenariats stratégiques, la collaboration. Nous avons dû mettre ces collaborateurs ensemble et pour plusieurs raisons, parce que c'est une question complexe et c'est une situation, c'est une crise sanitaire qui change continuellement. On apprend de l'information au fur et à mesure que la situation évoluait. Alors, nous avons communiqué avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations parce que nous voulions établir des partenariats, travailler ensemble. De cette façon, on voulait utiliser notre plateforme pour faire la vérification des faits, pour s'assurer que l'on propageait de la bonne information en autant que possible et aussi s'assurer que nous n'allions pas aider la propagation de la désinformation. Tout cela était très important pour nous. Et vous savez, on n'a pas une approche qui s'applique à tout le monde. Ce n'est simplement pas évident dans ce contexte. Donc, vous travaillez des deux côtés du continent africain. Vous avez fait du travail en Afrique du Sud, au Sénégal, au Nigeria. Qu'avez-vous constaté au niveau de différences significatives entre les pays et les régions en ce qui concerne la façon dont la désinformation et la mésinformation se propagent? Oui. Eh bien, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que nous avons constaté qu'il y a davantage de similarités que de différences. Tout d'abord, il y avait les questions mondiales auxquelles nous étions confrontés, donc beaucoup de choses semblables d'un pays à l'autre. Ce que nous avons constaté, c'est que lorsque l'information se trouvait dans un pays, ce n'était qu'une question de temps que cette information se retrouve dans un autre pays. Et ça pouvait, par exemple, apparaître dans un autre pays dans un format différent. Mais là, on voyait l'intersection de différents types d'informations et des informations qui étaient spécifiques à un pays. Je vous donne un exemple. Présentement, ce que nous vivons avec
avec le vaccin pour la COVID. Il y a une association entre la confiance institutionnelle et d'autres situations dans d'autres pays. Et je pense qu'il y avait ce colonialisme médical, c'est-à-dire que dans l'histoire, par exemple, au Nigeria, il y a Pfizer. Il s'agit d'une des entreprises qui a émis un vaccin de la COVID. Il y a eu des tests qui ont été menés. Je crois qu'il y a environ 200 enfants qui ont participé à cet essai et il n'y avait pas de consentement informé. C'était durant une crise de méningite. Donc, tout cela a eu des effets présentement par rapport à ce que l'on voit au niveau de la mésinformation au Nigeria. Mais là, il y a eu une intersection par rapport à d'autres enjeux. Par exemple, pour ce qui est de la vulnérabilité. Donc, notamment, nous avons vu des situations où on n'avait pas seulement des enjeux du virus de la COVID-19, mais d'autres problèmes complexes également, c'est-à-dire les gens qui utilisaient, par exemple, cette situation pour parler des différences, des vulnérabilités économiques. Mais il y avait beaucoup de pays en Afrique où il y avait de la mauvaise information des orateurs publics. Et ce qui faisait que c'était difficile de corriger cette mésinformation. La raison, c'est qu'il y avait beaucoup de communication, de canaux de communication ont tendance à être descendantes dans les pays africains. Donc, voilà quelques enjeux que nous avons constatés. Et oui, dit M. Labelle, vous avez parlé de quelque chose de très important par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la COVID de d'autres conditions de santé ou des futures situations sanitaires. Des économies sociales jouent un rôle important pour ce qui est de cette désinfodémie. Nous devons examiner toute cette question par le biais de recherche. Et aussi, nous devons examiner les messages, mais nous devons également évaluer les impacts. Donc, Joséphine, je ne vous ai pas oublié. J'ai une question, par contre, pour Sergio. Bon, Sergio, pour ce qui est de l'Alliance, j'en ai parlé. L'Alliance pour la réponse aux infodémies en Afrique, c'est le premier réseau régional de ce type. Qu'est-ce qui a amené les membres de l'Alliance à se réunir en premier lieu? Et quels sont vos principaux objectifs et actions? Vous en avez parlé un peu, mais pourriez-vous, en une minute, m'expliquer ce que vous en pensez? Oui, ça a été lancé il y a 1 an avec l'hypothèse que la lutte contre l'infodémie ne pouvait pas être menée par que des organisations ou des acteurs de façon individuelle avec leur propre approche. Mais la seule chance que nous avions pour tenter de limiter la situation, c'était d'établir des ponts, de rassembler des réalités différentes, des organisations différentes, notamment comme l'OMS, qui avaient l'expertise technique pour valider des personnes qui vérifiaient les faits, pour vérifier également des rumeurs qui circulaient, mais aussi pour disséminer de la mauvaise information, mais aussi pour travailler avec les entreprises de technologie pour voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour utiliser les médias sociaux, entre autres, pour partager de l'information et aussi pour augmenter ces partenariats. Et vous aussi, vous avez été actif dans tout le continent. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez des différences au sein de tout le continent? On parle des communautés francophones et anglophones, mais il ne s'agit que de groupes. Il y a beaucoup plus de groupes que cela. Et il y a toute une pléthore de réponses. Que faites-vous par rapport à cela? Comment composez-vous avec la situation? Pour la première de la question, bien sûr, de penser que l'on pouvait adopter une approche qui pouvait s'adapter à tous et à toutes nous mènerait vers l'échec.
Donc, nous voulions travailler avec les différents bureaux des pays, les différentes organisations pour adapter la réponse à différentes régions. Ce que nous avons vu, par exemple, c'est qu'il y a des différences au niveau de la pénétration de l'Internet, l'âge, les religions ou des différents groupes économiques. Ce que nous avons constaté, par exemple, c'est que là où il y avait plus de communication efficace, c'est qu'il y avait, lorsque ces messages étaient véhiculés par des travailleurs de la santé, des survivantes de la COVID, entre autres, et c'était le secteur de la santé qui devait véhiculer ces informations. Donc, il faut aussi trouver une façon de pouvoir traiter de l'information beaucoup plus rapidement, de passer de la complexité à la simplicité. Donc, par exemple, pour écouter les radios, les tribunes radiophoniques, pour voir ce qui se discute, pour voir quelles rumeurs circulent. Merci beaucoup, Sergio. Joséphine, j'ai une question pour vous. Vous attendiez, et nous avons une question dans la section clavardage du fait que quelqu'un a dit que dans l'Union européenne, l'infodémie est présentée comme une lutte pour une lutte contre la liberté. Et en Afrique, c'est plus associé à un manque de confiance par rapport au Nord. Est-ce véritable? Est-ce que c'est un point de vue juste et pertinent de ce qui se passe sur le terrain? C'est une question intéressante. Pour répondre à cette question, je vais vous parler un peu de l'afrobaromètre et des médias sociaux. J'espère que cela permettra de répondre à certaines questions. Nous avons mené une enquête dans plusieurs pays africains en 2019 et en 2021. Nous avons constaté que la conception de nouvelles dans les médias sociaux est très courante et la moitié des Africains et Africaines qui nous disent qu'ils reçoivent des nouvelles des médias sociaux au moins une fois par mois. Et au fil des ans, ce taux a augmenté. La consommation plutôt de l'actualité des nouvelles est plus haute dans les jeunes adultes que par rapport aux adultes plus âgés qui ont peu ou pas d'éducation. Alors, par rapport à la mésinformation, qui communique le plus de fausses nouvelles? Ce que nous avons constaté, c'est que les utilisateurs de médias sociaux, eh bien, il y avait 64 des Africains qui disaient que les utilisateurs des médias sociaux étaient plus propices à partager des fausses informations, mais aussi des politiciens et d'autres. Mais il y avait environ 50 des Africains et Africaines qui croient les journalistes, mais il n'y avait que 25 des militants et des groupes d'intérêt qui partageaient de la fausse information et 50 des journalistes qui partageaient de la fausse information. Que les médias sociaux, ce soit une bonne ou mauvaise chose, eh bien, nous constatons que les Africains sont conscients des effets positifs et négatifs des médias sociaux. Une grande majorité, c'est-à-dire 90 des gens, disent que les médias sociaux font en sorte que les gens suivent l'actualité. Mais une grande majorité également disent que ça mène au fait que les gens vont voir de la fausse nouvelle. Nous avons environ un tiers des Africains qui disent qu'il devrait y avoir une réglementation à l'accès à l'Internet et aux médias sociaux. Mais environ 50 des Africains disent qu'il devrait y avoir un accès restreint. Alors, même s'il y a beaucoup d'Africains qui veulent avoir un accès restreint aux médias sociaux, mais que les gouvernements devraient intervenir pour ce qui est de la propagation de fausses nouvelles. Oui, dit M. Lebel, c'est une pente glissante, c'est-à-dire lorsqu'on contrôle de l'information, il y a du pouvoir. Et qui décide du contrôle de l'information? C'est une question qui est tout aussi importante que le fait d'avoir
d'être sur cette pente glissante par rapport à mes informations. Et pour ajouter, dit Joséphine, pour ce qui est du contrôle des médias sociaux, nous avons également une majorité des Africains qui indiquent qu'en période de pandémie, ça devrait être acceptable pour les gouvernements de censurer les médias. Et je crois que c'est aussi une autre façon pour les gouvernements de se prononcer parce que, en plus de s'assurer que la bonne information est propagée, ils vont également, les gouvernements, à se retrouver devant des situations de problèmes de gouvernance. Penka et Assa, dans leur présentation, avaient cette cartographie de mots-clés et la taille des termes déterminait leur influence. Mais dans cette graphique, on parlait des leaders religieux et traditionnels. Vous en avez parlé. Quel est l'impact de ces acteurs dans l'infodémie? Ont-ils une voix qui est juste? Est-ce que leur voix a l'amplitude dont ils ont besoin ou y a-t-il trop d'amplitude? Je ne sais pas. Vous êtes l'experte. Parlez-nous justement de ce groupe d'individus. Pour ce qui est de nos données, et on peut regarder les tendances des données, depuis une décennie, on constate qu'il y a la question de confiance, à savoir à qui faites-vous le plus confiance? Et toujours, les leaders religieux et traditionnels sont en haut de l'échelle. Nous avons également environ 69 des Africains qui disent faire confiance aux leaders religieux et 50 disent faire confiance aux leaders traditionnels. Donc, ces personnes ont beaucoup plus de confiance par rapport au président. Et il y a environ 4 personnes sur 10 disent faire confiance aux parlementaires et au président. Alors, à qui les personnes se tournent lorsqu'ils ont des problèmes? Les Africains ont plus tendance à se tourner vers les leaders religieux et traditionnels pour discuter de questions importantes plutôt que de communiquer avec d'autres leaders au sein de la société. C'est la raison pour laquelle, dans mes premiers commentaires, j'ai indiqué que le rapport qui a été déposé nous évoque le fait que les leaders religieux sont une grande source de mésinformation. Et ça, c'est préoccupant parce que ce sont ces gens à qui la majorité des Africains font confiance et à qui les Africains vont se diriger lorsqu'ils ont des problèmes. Donc ça peut mener au fait que de la fausse information est propagée. Alors, on voit l'influence de ces deux groupes de leaders dans la société africaine pour ce qui est de mener cette lutte contre les fausses informations. Merci beaucoup, Joséphine. Et je vais vous garder sur notre scène virtuelle pour cette troisième ronde. Je constate qu'il est 9 heures et il nous reste environ 30 minutes et je voudrais qu'il y ait de l'interaction avec l'auditoire également. Et il y a un autre commentateur qui se joindra à nous plus tard. Mais Joséphine, dites-nous, vous avez parlé de votre réaction à la présentation et aussi vous avez discuté des faits, des résultats clés et comment on peut mieux comprendre ce qui se passe. Mais maintenant, parlons des stratégies d'atténuation. À la lumière de votre expérience, quelle est la stratégie d'atténuation la plus prometteuse que nous avons? Je vais commencer avec vous, Joséphine. Eh bien, j'aimerais parler de nouveau des leaders religieux et traditionnels. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut faire, c'est de ne pas passer cela sous silence. Il faut les armer avec les bonnes informations. Il faut les faire participer aux campagnes de sensibilisation. Ils ont tellement le bras long, ils ont tellement d'influence. Il ne faut pas passer à côté de ces leaders religieux et spirituels. Si on les armait
des bonnes informations et si on veille à ce qu'ils fassent transmettre les bonnes informations, ce serait vraiment très indiqué. Eh bien, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas faire de la recherche dans le but de mieux sensibiliser les leaders spirituels et religieux au sujet des vrais enjeux? Partout dans ces sociétés-là. Oui, désolé, avant de céder la parole à Sergio, j'aimerais partager avec vous une conclusion fort intéressante sur la COVID-19. Après l'apparition de la COVID-19, nous avons fait une brève pause et nous avons trouvé des conclusions de 15 pays. Et entre Praia et Vases, quelle est la façon la plus efficace que de prévenir la propagation contre la COVID-19? Et 6 sur 10 Africains croient que Freya est plus efficace. Dans d'autres pays, c'est 9 sur 10 qui estiment que les Freya est plus efficace que les vaccins. D'où l'importance de faire participer les chefs religieux dans la lutte contre la mésinformation. Sergio, que pensez-vous de ces stratégies d'atténuation? Eh bien, je voudrais réagir à ce que dit Joséphine au sujet des campagnes de sensibilisation et l'importance d'influer les leaders religieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui font propager la désinformation sont dirigés par un groupe de gens qui sont contre la vaccination, qui véhiculent les théories du complot. Alors, comment changer leur mentalité? Mais il faut peut-être songer plutôt à changer la vie de ceux et celles qui ont des préoccupations tout à fait légitimes au sujet de la vaccination. Et peut-être en leur expliquant comment la désinformation est créée. Donc, il ne s'agit pas de, en fait, réfléchir à ces enjeux de façon polaire, c'est-à-dire noir et blanc. Il ne faut pas, surtout pas, faire des reproches à quiconque ou refiler la responsabilité à quiconque. Il faut procéder de façon analytique et systématique et graduelle. Alors, peut-être des outils de sensibilisation plus anecdotiques seraient de mise, de façon à atténuer cette habitude que de faire passer la désinformation. Alors, Alani, que pensez-vous des mesures d'atténuation? J'aimerais renchérir sur ce qu'a dit Joséphine et Sergio. D'abord, et pour renchérir sur ce qu'a dit Joséphine, chez Africa Check, lorsque nous communiquons avec les leaders communautaires, eh bien, il faut exiger des comptes des uns et des autres s'ils sont en train de véhiculer la désinformation. Alors, peu importe la tribune publique, si quelqu'un fait passer de la désinformation, on les invite à se remettre sur la même tribune pour rectifier le tir et pour corriger ces désinformations. Donc, c'est un niveau de transparence qui est exigé de leur part. Et comme l'a évoqué Sergio, ce qui importe beaucoup, c'est la littératie de l'information. Nous ne réussissons pas à convaincre les leaders à revenir sur la désinformation qu'ils ont propagée et à rectifier le tir. Mais il faut habiliter les gens dans la population générale à corriger la désinformation.
même si les leaders spirituels ne sont pas prêts à le faire eux-mêmes. Donc, la littératie de l'information représente un outil incontournable auquel nous avons recours. C'est axé sur des données probantes par rapport à l'efficacité de ces mécanismes et cela permet d'habiliter les gens et de les faire participer à la prise de solutions. Ils ont de cette façon la possibilité que d'analyser les informations plutôt que de partager sur le coup de la désinformation. Il y a une autre stratégie d'atténuation à laquelle nous avons recours dans un contexte de littératie médiatique. C'est par l'entremise de graphiques, de balado-diffusion et ainsi de suite, qui ont vraiment la cote. Mais il faut également s'exprimer dans les langues locales, dans le monde anglophone, dans le monde francophone, bien entendu. Mais il y a toute une gamme de langues locales que nous avons intégrées à nos programmes de sensibilisation, car nous savons qu'il y a des nuances sur le plan linguistique qu'il faut communiquer avec succès. Bon, il nous reste peu de temps. J'aimerais encourager les membres de l'auditoire à envoyer leurs questions par l'entremise de la plateforme Slido. Alors, n'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide. Alors, sur ce, j'aimerais faire le lien entre deux causes profondes, à savoir la recherche et la capacité humaine. Le CRDI est mandaté pour faire fond sur la capacité en matière de recherche sur la scène mondiale. Et c'est ce que nous faisons depuis 52 ans. La communication est toujours au cœur de ce que nous faisons et même notre nouvelle stratégie vise à la partage des informations et des renseignements à un niveau sans précédent. Alors même si vous êtes dans les souliers du président du Centre de recherche pour le développement international, c'est un bon boulot. C'est parmi les meilleurs boulots, mais ce n'est pas le meilleur boulot. Mais dans les recherches que vous avez menées, quelle serait la priorité? Et quelle est la capacité humaine pour donner suite aux conclusions découlant de cette recherche? Je vous cède la parole à Larny en premier. C'est une excellente question qui mérite notre réflexion. Et comme vous venez de l'évoquer, ce qui nous préoccupait grandement tout au long de la pandémie, c'est le fait que rectifier le tir et corriger la désinformation est beaucoup moins rapide que la propagation de la désinformation. Donc, il est toujours question que de faire du rattrapage. Donc, des outils comme l'intelligence artificielle permet de combler ces lacunes et que de renforcer notre capacité à titre d'organisme de vérification des faits. C'en est un des domaines d'intérêt pour nous. Comment cerner des pistes de solutions de manière à colmater ces brèches? Comment mettre le doigt sur des informations factuelles pour faire du rattrapage et pour endiguer la propagation de désinformation? Habituellement, les gens trouvent la désinformation beaucoup plus intéressante que les bonnes informations. D'où l'importance d'expérimenter avec des formats novateurs. Comment attirer l'attention des gens de façon à ce que les faits soient plus alléchants et plus intéressants aux yeux des populations? Car les gens ont tendance à s'intéresser davantage aux désinformations. C'est vraiment quelque chose qui est sur notre écran de radar en termes de recherche. Joséphine, un élément de la recherche
qui vous intéresse en ce qui concerne le renforcement de la capacité sur le continent africain? Réponse. Eh bien, moi, je m'intéresse plus particulièrement à 2 domaines de recherche. Mais justement, c'est là le problème avec les chercheurs. Je demande un domaine de recherche et vous m'en proposez 2. Eh bien, nous nous sommes penchés sur des conclusions découlant de la recherche sur l'hésitation vaccinale. Selon la recherche, même si on assure la disponibilité des vaccins et que les gouvernements assurent leur salubrité, les gens sont toujours peu susceptibles de s'en prévaloir. Donc, une recherche sur l'exposition des gens aux médias sociaux, dans quelle mesure cela a un impact sur leur susceptibilité que de se faire vacciner. C'est-à-dire, si les gens sont davantage exposés aux médias sociaux, seront-ils davantage hésitants à se faire vacciner? 2e domaine de recherche, qui s'intéresse à se faire vacciner? Les plus vieux sont plus susceptibles de se faire vacciner que les jeunes. Et les bien nantis sont plus susceptibles de se faire vacciner que les moins bien nantis. Alors, cette rumeur comme quoi la COVID-19 est une maladie qui touche les bien nantis, en fait, c'est en quelque sorte le contraire et c'est pas logique. Et c'en était un des éléments de désinformation que l'on propage depuis l'apparition de la COVID-19. D'où l'importance de creuser ce domaine de recherche. Mais justement, sur cette question de la capacité, Joséphine, Halani n'a pas répondu à cette question encore. Mais quel est votre point de vue par rapport à la capacité? Réponse. Du point de vue de la communication et en tant que chercheur, il faut cerner les enjeux et partager les conclusions avec ceux qui sont les plus influentiels. Il faut donc faire participer les parties prenantes qui sauraient changer le cours des choses. Est-ce que vous communiquer avec les faiseurs de politique, les médias et les défenseurs des intérêts? Il ne suffit pas que de mener ces recherches, il faut partager les conclusions avec les recherches, avec ceux et celles qui seraient à même de changer le cours des choses. Merci beaucoup, Sergio. Votre point de vue, d'abord sur la recherche et ensuite sur la capacité sur le continent africain. Côté recherche, eh bien, les plateformes de WhatsApp et de Telegram sont des outils de prédilection qui permettent de partager et de diffuser la désinformation. Donc, il faut faire partie intégrante de ces groupes ou de ces plateformes pour bien les vulgariser et pour les comprendre. Et comment contrer la propagation de désinformation par l'entremise de WhatsApp? Cela demeure une question fondamentale. Et malheureusement, à ce jour, eh bien, de même le caractère fermé de ces regroupements, leur code de cryptage, fait en sorte que nous naviguons cette question un peu à l'aveuglette. Alors, comment justement recourir à cette plateforme de WhatsApp pour endiguer la désinformation? Bon, d'autre part, le renforcement de la capacité sur le continent africain. Il y a un certain nombre de plateformes de recrutement qui ont vu le jour en Afrique, dont j'ignore l'existence en Europe. Donc, il y a une absence de militantisme pour faire l'étalage des bonnes informations. En fait, c'est la société civile qui assure la circulation de bonnes informations. Alors,
l'Afrique devrait servir de modèle et d'autres continents auraient à la limite intérêt à emboîter le pas au continent africain. Alors pourquoi ne pas faire fond sur l'expérience vécue par des groupes en Afrique, des gens comme Alani et Joséphine? Il y a des pratiques exemplaires à partager. Il y a une capacité d'adaptation qui est donc présente, mais pas omniprésente. Merci beaucoup, Sergio. Permettez-moi d'en faire un résumé avant de céder la parole au Dr Patrick Bergquin qui va faire des propos de clôture. Et je vais inviter Assa et Patrick à se joindre à la conversation. Bon, la pandémie, les vaccinations, ce n'est un des outils dans le trousse d'outils. La fabrication et puis le recours à la vaccination, c'en est un des outils les plus incontournables. Mais parmi les panélistes, dans vos réponses, il ne faut surtout pas répéter les propos exprimés par vos collègues. Alors, Pankaj, je vais commencer par vous. Si vous aviez la possibilité que de rajouter un produit au vaccin qui vise à lutter contre la désinformation, ce serait quoi? Bon, ce serait raconter les récits, surtout dans un contexte africain. Assa, à votre avis, Assa, quel produit est-ce qu'on rajouterait au vaccin? Réponse, l'accès. L'accès. Merci beaucoup. Joséphine. La vérification des faits. Très bien. La vérification des données. Sergio. Être à l'écoute et connaître ses ennemis. Alani. La prévention, eh bien, devancer la désinformation en quelque sorte. Prévenir la désinformation. Pour moi, on a intérêt à habiliter les gens. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? C'est assurer un transfert de pouvoir. Il faut renoncer à à une partie de notre pouvoir. Donc, c'est grâce au récit, à la vérification des faits, à l'écoute, à la prévention. Il faut habiliter les gens également. Ça servirait de vaccin contre cette désinfodémie, à mon avis. Merci infiniment de votre contribution. Le docteur Patrick Bergquin. De ce que vous avez entendu, vous êtes un médecin, vous êtes un économiste de la santé avec une expérience internationale très vaste. Et un des aspects importants dont nous n'avons pas parlé, mais j'aimerais vous entendre aussi dans vos remarques de clôture, c'est cette désinformation, cette infodémie ou désinfodémie, quels sont les impacts que ceci a particulièrement sur les femmes et les filles, qui sont un des groupes vulnérables dans nos sociétés quand vient la question de regarder à des particularités dont nous devons tenir compte pour combattre cette épidémie. Patrick, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour toutes ces présentations et les discussions entre les panélistes. Je souris de mon côté et je suis très heureux de ce webinaire aujourd'hui.
Chez eBase, nous sommes en train d'étudier les pratiques exemplaires dans différentes populations et par conséquent, nous pouvons comprendre l'importance d'avoir des preuves, de mettre l'innovation au cœur de ce que nous faisons. La mésinformation, c'est une grande menace au travail que nous menons. J'aimerais également ajouter que nous avons des populations mal desservies. Et Jean a mentionné qu'on a parlé, entre autres, des femmes, des filles, les peuples autochtones, les gens ayant un handicap, la population LGBTQ2+. C'est un sujet très important. De façon générale, nous avons entendu notamment de la narration de l'importance également de l'autonomisation, entre autres. Et toutes ces questions relèvent des résultats de recherche très intéressants qui ont été présentés par Assa et Penka. Et ce que l'on veut, c'est de comprendre les résultats. Et par les résultats, nous pouvons comprendre qu'au fil des ans, il y aura des aspects clés. Il y a des aspects clés qui ont été très importants dans les pandémies. Par exemple, si on remonte aux années 70 et 80, il y avait des situations complètement différentes. Mais lorsqu'on a passé au VIH, on a constaté que c'était une nouvelle maladie. Une nouvelle maladie qui nous a permis de bâtir. Alors, après le VIH, il y avait la théorie du complot. Ensuite, il y avait les conflits, y compris les conflits au niveau international, notamment comme l'Ebola. Ça devenait des enjeux clés dans la région. Mais ce qui a vraiment changé les choses, c'était l'arrivée des médias sociaux. Et bien qu'il y avait des conflits à l'échelle internationale qui a fait en sorte qu'il y avait du manque de confiance, mais les médias sociaux étaient le mécanisme qui a été utilisé pour propager le plus de fausses informations. Et je crois que c'est un point très important dont on devrait tenir compte. Aussi, cela a ouvert des nouvelles portes pour des nouvelles recherches et des nouvelles avenues de développement. Nous avons parlé de la narration, le fait de renforcer les capacités, aussi voir comment on peut utiliser les médias sociaux pour établir un pont entre les faits et l'infodémie, parce que du côté de l'infodémie, ça va toujours très vite. Mais aussi, durant les discussions, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées, à savoir comment les gouvernements réagissent quant aux preuves de recherche. Et on parle encore de faits. Et moi, j'ai eu la question suivante. Pourquoi les gouvernements africains étaient-ils, ou certains gouvernements africains, pas tous, pourquoi étaient-ils plus susceptibles d'investir beaucoup d'argent de ce qui nous arrivait du Madagascar? Et pour ce qui est des gens qui propagent de la mésinformation, comment est-ce que ces gens utilisent le panafricanisme? Parce qu'ils savent que les gens vont être plus ouverts à certaines informations. Et lorsque je regarde les questions des panélistes, il y a des questions très importantes qui en sont ressorties et qui peuvent également contribuer aux portes qui s'ouvrent pour davantage de recherche, d'investissement et plus de développement. Notamment, j'aimais bien le fait qu'on a parlé des plateformes hors ligne qu'on a soulignées, notamment les écoles et les leaders traditionnels. Ce sont ces personnes à qui on fait confiance, mais ce sont ces gens qui ont peut-être une plus grande chance de partager de la mésinformation. Ensuite, une autre conférencière a dit comment les médias sociaux ont communiqué de la mésinformation et la désinformation. Sergio nous a parlé des connaissances par rapport aux infodémies et le défi que nous avions pour utiliser la recherche et la capacité pour tenter de combler cet écart. Hanani a également parlé comment cette pandémie a été vécue du côté de l'Afrique.
Et c'est très différent des défis de santé qu'a connu l'Afrique, l'Ebola, le paludisme, le VIH. Ce que l'on constate, c'est que la science a été très lente à réagir par rapport à ces maladies. J'ai donc eu une période plutôt intéressante lorsqu'on a parlé justement du continent africain et par rapport à cette pandémie et comment on peut se préparer à l'avenir. On a parlé également de l'intelligence artificielle, comment cette intelligence artificielle a été tellement utile pour nous à l'avenir, et aussi des commentaires très intéressants. Est-ce que ça pouvait représenter d'être à la place de Jean? Et je pense que c'était très intéressant de voir le monde de ce côté. Et Jean, j'espère que vous avez pu retenir de bonnes idées à savoir ce que nous pourrions faire à l'avenir. Merci. C'est complet pour mon résumé. Merci beaucoup, dit Jean Labelle. Merci de ces observations très robustes. Ce n'est pas autant ce que moi j'ai retiré de ce webinaire, mais plutôt ce que mes collègues ont reçu comme conseil. Et ce sont eux et elles qui sont dans les tranchées. Ce sont eux qui travaillent très fort et qui facilitent la discussion entourant la science pour que ça prenne un avant-plan. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier tous et toutes. Joséphine Halani, à Africa Check, voilà. Sergio, à l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, au Bureau de l'Afrique, et aussi Assa, à eBase Afrique, et aussi Penka et Patrick, qui est également à eBase Africa. C'est un... Alors, j'espère que je vous ai bien présenté. Vous avez été une équipe extraordinaire. Je vous remercie d'avoir été si exhaustif au point de vue de votre ouverture, votre gentillesse, votre candeur, du fait que vous avez répondu à plusieurs questions. En terminant, cette infodémie, je crois que nous devons l'enseigner aussi, pas seulement pour ce qui est de la santé, mais pensez où nous en étions il y a 30 ans quant au changement climatique et examinons toutes les démarches qui ont été prises au cours de ces 30 dernières années pour en arriver à un point présentement où les récalcitrants n'ont pas d'espace. Peut-être qu'on pourrait en discuter lors d'une prochaine réunion, de regarder les parallèles entre la situation sanitaire, l'infodémie et ce qui s'est passé du côté du changement climatique. Pourquoi? Parce que nous savons que nous vivons dans un monde international. Les maladies vont surgir, c'est un fait. On ne sait pas quand, mais cela arrivera. On ne peut pas se permettre d'avoir de telles crises sans apprendre quelque chose pour être plus efficace et pour être pouvoir faire une plus grande différence. Il y a plus de 5000 personnes sont décédées. C'est très puissant pour dire que personne est en sécurité tant et aussi longtemps que tout le monde soit en sécurité. Moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on ne fait pas qu'en parler, mais que l'on agisse également. Je crois que les pays africains ont encore une fois joué juste et notamment par rapport à ce nouveau variant. Je demande à tout le monde, partout dans le monde, de faire en sorte que la vaccination soit possible en temps réel, abordable, accessible. Peu importe sont les moyens et les ressources nécessaires, nous devons travailler ensemble. On ne doit pas se blâmer les uns les autres. Plutôt, il faut bien faire les choses et bien faire les choses rapidement. De cette façon, on va pouvoir voir ce fardeau et ces décès qui sont tellement perturbatrices pour le monde. Ce matin, nous avons un rayon d'espoir. J'ai bien apprécié notre discussion. Je vous remercie encore une fois et
ce webinaire juste à temps, à 9h30 heure d'Ottawa, ici au Canada. Merci à tous et toutes, ça a été un plaisir. Julie, à vous. Merci beaucoup, Dr. Lebel, et un remerciement répété à nos présentateurs et panélistes d'aujourd'hui. Simplement pour ajouter que ce webinaire n'aurait pu être possible sans la Bourse des anciens Rachel Desrosiers. Un énorme merci à l'Association des anciens du CRDI qui a permis de financer les études qui ont été présentées aujourd'hui. Merci également à tous mes collègues du CRDI qui ont travaillé dans l'ombre pour l'organisation du webinaire. Je pense en particulier à Flaubert, Lancelot, Fatimata, Yolande, Mélanie, Chris et Tando. Finalement, merci à vous tous, chers participants, de votre intérêt. Nous espérons que cette discussion vous a plu et je me permets de vous signaler que l'enregistrement du webinaire sera disponible prochainement en ligne. Surveillez nos comptes Twitter, Facebook et YouTube et je vous dis au revoir. Merci. Julie, juste avant de quitter, oui. Everyone and anyone, if you have social... Tout le monde, si vous avez les médias sociaux, n'oubliez pas, vérifiez les faits, la narration et ainsi de suite. Tout cela fait partie de l'infodémie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.